je pense que dans nos émissions aussi, à un moment donné, on va pas forcément avoir de langue de bois. Et c'est ça qui m'a interpellé. Tu vois, c'est de voir le combat arrêté de cette manière-là. Mais au moins, c'est l'aspect sportif qui en aurait décidé. Là, comme tu l'as dit, le protocole, il n'est pas respecté. C'est une formation, Franck, quand même, qui est reconnue de par un diplôme fédéral, Et ce qui oui, n'est pas rien. on complexe sur tout ce qui se fait ailleurs. C'est mieux ailleurs, c'est mieux ailleurs. Ça veut dire quoi? Qu'on est des merdes, non? Aujourd'hui, avec le MMA, 90%, si ce n'est pas 95%, de tous les cutman qui sont dans les organisations des MMA viennent de la formation cutman nationaux. C'est clair, il faut construire, il faut faire, il faut agir et le faire dans le positif. En tout cas, tout ce qui entoure le boxeur, aujourd'hui, on est quand même vachement plus professionnel parce qu'on a des gens qui sont aussi compétents. Mais je suis très positif parce que je pense qu'on réussira. Peut-être que la France, demain, ça sera le grand pays de la boxe. C'est cyclique, la boxe. Bonjour à tous et bienvenue pour ce premier épisode de Cutman Story. Cutman Story, un tout nouveau podcast pour parler de l'actualité des Cutman. Et je suis forcément accompagné de Laurent. Laurent, comment ça va? Ben, écoute, Franck, super. Depuis le temps qu'on avait envie, toi et moi, de faire ce Cutman Story. Il y a tellement de choses à dire que c'est un bon début. Yes, c'est clair, effectivement, ouais, il y a plein de choses. On va essayer de faire des petits débats, des analyses de combat, essayer de parler un peu plus précisément de toute l'actualité autour du métier de cutman. Et on est ravis de pouvoir le faire accompagné de tout le monde. Et pour commencer, on passe sur un petit jingle. Ok, on est parti, Laurent, du coup, pour ce premier épisode. Au sommaire de ce premier épisode, on va revenir un petit peu sur le combat de Joe Joyce, puisque voilà, il s'est fait arrêter sur blessure. On va pouvoir un petit peu discuter autour de ce combat et puis de toutes les raisons, enfin de toutes les réactions qu'on a pu voir sur les réseaux sociaux. On va revenir sur tout ça. On aura aussi l'analyse du combat de Michel Soro et surtout de son adversaire aussi qui était beaucoup blessé, qui a été beaucoup blessé pendant le combat. On va revenir un petit peu sur tout ça. Et puis on fera un petit bilan de la FCN aussi, bilan de cette troisième, quatrième année, je sais même plus, tu vois, 2023, ça va faire 4 ans. Donc, bilan de cette année avec la dernière session de l'année sportive qui arrive la semaine prochaine d'ailleurs. Voilà, alors effectivement, Franck, la formation au mois de novembre prochain, ça fera 4 ans hein, quand même. Hein. Ouais, 4 c'est ça, ans, hein, 4 ans déjà. ouais, tout à Passe. fait, ouais, 4 ans déjà, ça passe très vite. Mais quand on aime, on compte pas, hein, comme on dit. Hein, voilà, hein, C'est ça clair. passe vite, mais on s'en rend pas compte finalement que ça fait déjà presque 4 ans. Donc ça, c'est super. Et je te rejoins là-dessus. De toute manière, je pense qu'on va vraiment se faire un plaisir finalement, hein, en commençant déjà par nous parce que de parler de notre métier, c'est vachement agréable. Et puis, ça nous permet justement de partager avec un grand nombre de personnes. Et c'est quelque chose qui est assez excitant. C'est clair. Bah ouais, c'est un tout nouveau format hein, pour nous, puisqu'on n'a pas eu encore l'occasion de faire ce format-là. On a fait deux, trois lives aussi, chacun de notre côté, mais pouvoir le faire enfin tous les deux et puis avoir nos petits débats comme on les a souvent en privé au téléphone, ça va être super sympa. Bah, du coup, pour commencer, donc Joe Joyce qui combattait contre Zheng, le chinois, ça date hein, déjà de quelques semaines ce combat-là. Première défaite de Joe Joyce, arrêt sur blessure. Du coup, blessure à l'œil droit, où il avait l'œil vraiment complètement fermé. On a pu réanalyser ce combat on l'a regardé ensemble. On a vu que ça avait fait pas mal réagir sur les réseaux sociaux, notamment sur le Cutman dans le coin de Joe Joyce, qui d'après toutes les réactions, était intervenu beaucoup trop tard sur son œil. Comment toi, tu as vu le truc, Laurent? Quelles étaient tes réactions à chaud quand tu as vu un petit peu tout ce marasme un peu sur les réseaux? Et qu'est-ce que tu as pensé du combat et puis de la décision de l'arbitre, enfin du médecin et de l'arbitre du coup?
Ouais, alors, tu as vu, c'est un peu les discussions qu'on a eues ensemble, hein, Franck. Ça veut dire que quand on est derrière un écran ou quand on est assis sur son canapé, c'est toujours très simple d'être dans la critique. Surtout qu'on a des fois affaire à des gens qui, malheureusement, ne savent même pas comment, en tout cas, soigner ou n'ont même pas les bases, en tout cas, de soins pour officier dans un coin. Mais bien sûr qu'il y a eu des erreurs. Ça, on l'a vu, on en a parlé. Bien sûr qu'il a peut-être pas fait les choses au bon moment. Mais dans l'ensemble, pour moi, il a fait quand même un vrai travail parce que c'était quand même très compliqué, c'est vrai. Alors, est-ce qu'il y avait une pression? Qu'est-ce qu'il y avait derrière finalement pour qu'il ne fasse pas cette démarche de glacer très rapidement l'hématome pour éviter justement qu'il se développe? Pourquoi il n'a pas décidé en tout cas de rentrer au combat avec cette blessure? Ça, on se pose la question. Maintenant, on n'a pas toujours les tenants et les aboutissants. Et c'est vrai qu'il ne faut pas être néophyte pour voir qu'il aurait dû traiter ce problème dans les premières secondes, finalement, à la première minute de repos, lorsque l'œil a commencé à gonfler, c'était à ce moment-là qu'il fallait travailler. Mais bon, nous, on va essayer de développer, Franck, je pense, déjà, comment il aurait dû faire, parce que c'est vrai qu'il ne l'a pas fait, et qu'est-ce que ça aurait pu donner s'il avait déjà travaillé sur cet hématome. Ouais, effectivement, comme tu le dis, on s'est un peu tous posé la question le lendemain du combat de se dire pourquoi il a pas glacé plus tôt. Au premier, ça gonfle pas. À la fin du premier round, ça gonfle pas. Donc là, il n'y a pas forcément de raison de glacer. Mais c'est vrai que tu vois que dès le deuxième, ça commence un petit peu à gonfler. Là, on sait forcément qu'il faut venir glacer. Donc après, bon, chacun ses techniques, hein, comme on l'explique assez souvent en formation. Voilà, le fer, les poches de froid, etc. Mais on ne le voit pas glacer, ni dans le deuxième, après le troisième. Je crois qu'il l'a fait seulement à partir du quatrième. Et c'est vrai que bah, c'était déjà très gonflé. Son œil était quasiment fermé. Donc ça l'a pas aidé non plus sur le plan sportif, quoi, au niveau du combat. Surtout que bah, il continue à les prendre. Zheng, c'est imposant, ça fait mal quand même, ça frappe. Donc forcément, bah, il a insisté sur cet œil gonflé, hein, ce qui est un peu, c'est un peu le jeu, hein, comme d'habitude, on connaît l'histoire. Donc c'est vrai qu'il a glacé, je crois, à la fin du quatrième. Et c'était déjà un peu trop tard. En plus, c'était gonflé en haut et en bas, c'est-à-dire vraiment au niveau de, comment, de la pommette et de l'arcade. Et il a glacé, je crois, que la pommette. Donc c'est vrai qu'il aurait peut-être aussi pu choisir un fer, soit de fer, soit vraiment une poche de froid plus grosse pour glacer vraiment tout l'œil. Parce qu'au moment où il l'a fait, il aurait fallu glacer déjà tout l'œil, quoi. C'était déjà trop tard. Voire même essayer d'écarter un petit peu pour redonner un champ de vision à Joyce. Parce qu'on voyait que bah ouais, il prenait tout, quoi. Après, Joyce, il faisait aussi des erreurs sur le combat, hein. On le dit souvent. C'est vrai que le boxeur, il a aussi un rôle un peu tactique, des fois, en fonction de sa blessure, d'essayer la protéger un peu plus, etc. C'est pas ce qu'il a réussi à faire. Et effectivement, du coup, les deux, il y a eu un arrêt, je crois, de l'arbitre pour faire déjà vérifier au médecin. Le médecin a laissé continuer. Bon, voilà, Joyce était favori, était champion. On sait très bien que t'arrêtes pas les mecs comme ça quand ils sont champions. Et après, je crois que c'est au sixième, il se fait vraiment arrêter définitivement parce que là, l'œil il continue de gonfler, il est vraiment fermé. Et c'était plus possible pour lui de continuer. Alors, pour la petite anecdote, en plus, si tu te souviens bien, quand il bat Dubois, il fait aussi le plancher orbital de Dubois. C'est Joe Joyce qui fracture le plancher orbital de Dubois et tu vois Dubois qui avait l'œil complètement fermé. Donc c'est vrai que tu vois, il avait déjà eu affaire, mais bon, de manière positive à ce cas de figure, d'arrêter un boxeur sur une blessure à l'œil. Bon, là c'est lui qui a subi ça malheureusement. Donc c'est vrai que ça devenait très compliqué. Après, ça nous a aussi étonné, c'est les réactions sur les réseaux. C'est vrai qu'on n'a jamais autant entendu parler des cutman sur les réseaux quand il a fallu tirer sur le cutman de Joe Joyce ce soir-là. Euh, c'est un peu bizarre parce que quand il y a des choses positives, c'est vrai que les cutman passent à l'as, c'est-à-dire qu'on voit des cutman faire des jobs, des super interventions qui passent totalement inaperçues. Et là, tout de suite, les gens se sont empressés de jeter la responsabilité sur le cutman de la team de Joyce. Euh, Comment toi, tu perçois un peu ces critiques?
Bah, écoute, Franck, là, t'as dit quand même tout ce qu'il fallait dire par rapport à ça. Maintenant, il est vrai que dans la technique, au moment où il a décidé, en tout cas, d'utiliser le fer à pommette, peut-être qu'il aurait dû être un peu plus insistant, peut-être faire en sorte, en tout cas, de faire glisser les matelots vers l'extérieur pour éviter justement qu'ils prennent du volume et que l'œil se ferme, hein, c'est ça, en fait, hein. Alors, c'est pas recommandé à la base hein, de le faire, ça on le sait, et c'est ce qu'on dit aussi également en formation, mais en même temps, si ça peut éviter que John Joyce ait la vision diminuée, ben, on n'hésite pas à ce moment-là. Après, bon, c'est vrai que c'est toujours très compliqué de toute manière, parce que dans un coin, Franck, finalement, quand on regarde bien, on n'a jamais les tenants et les aboutissants. C'est vrai que là, c'est John Jones qui est le patron finalement à ce moment-là. Et d'un coup, il est dominé de bout en bout. Déjà, dans un coin, ça va être terrible de voir son boxeur dominé alors que c'est lui le patron à la base, et dominé et blessé. Donc je pense que cette pression-là, elle est complètement sur les hommes de coin et encore plus sur le cutman à ce moment-là. Et peut-être que je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé. C'est vrai que des fois, quand tu gagnes, quand ton mec gagne, ben, écoute, tout est cool, tout est bien. Même s'il est blessé, on est à l'aise, il y a moins de pression. Mais quand ton mec perd et que tu sais qu'il y a un titre au bout et qu'il est blessé gravement, ben, tu n'as plus tellement la bonne vision des fois, tu vois. Et c'est ce qui, à mon avis, a dû arriver. Donc, il faut beaucoup de maîtrise. Je pense que ce Cutman avait de la maîtrise, hein. On voit que c'est un ancien, on voit que c'est. Voilà. Alors, moi, je ne le connaissais pas personnellement, Ouais. mais on sent quand même que dans ses techniques, dans sa façon de faire, il est quand même très opérationnel. On voit que c'est un homme de métier, on voit que c'est un homme de terrain, on voit que c'est un homme qui sait de quoi il parle. Mais voilà, je pense que tout ça réuni finalement, et c'est là où on voit que la boxe c'est compliqué finalement. C'est pas que une blessure qui arrive, ok, tu as un cutman qui est spécialisé et qui vient faire un travail. Non, si ton mec est en train de perdre, il y a une pression telle dans un coin que ça peut peut-être te faire perdre tes moyens. Ça peut peut-être faire en sorte que tu oublies les choses parce qu'il y a cette pression qui est là. Est-ce que tu penses que c'est ça qui lui a fait tomber le fer? Parce que beaucoup ont zoomé sur le fait qu'à un moment, sur la fin de l'intervention, tu sais, il retire le fer et le fer tombe. Est-ce que tu penses que c'est Ouais. dû à la pression ou à l'âge ou est-ce que... Moi, je pense pas. Moi, je pense qu'un fer peut tomber. C'est arrivé à tout le monde. Ça m'est arrivé aussi quelquefois de faire tomber un fer parce qu'il est mal positionné dans ta main ou parce que en même temps, tu fais plusieurs soins en même temps et puis tu as mal accroché le fer et puis le fer tombe. Bon, ça arrive. Ceux qui disent oui, le fer est tombé, oui, oui, ça doit pas tomber. Oui, on doit maîtriser ses gestes, mais des fois, c'est compliqué. Je veux dire, on n'a pas la science infuse et comme on dit, l'erreur est humaine. Et à un moment donné, tant que tu n'as pas été dans un coin, comme nous on a été dans un coin de combat très important avec des pressions énormes, tu peux pas trop parler. Tu peux juste dire ah putain le fer il est tombé, ouais mais qu'est-ce qui s'est passé? Oh putain il a pas utilisé le fer dans l'immédiat alors que l'œil gonflait. Pourquoi? Bon, ok, ok, mais ça, c'est pour moi des ragots de bas étage. Et c'est vrai qu'à chaque fois qu'on fera de manière des vidéos, je protégerai les hommes de coin, que ce soit les entraîneurs ou les cutman, et j'éviterai, en tout cas, de critiquer pour critiquer. On peut critiquer, on peut tout dire, mais il faut qu'il y ait une manière. Et la plupart des gens sur les réseaux sociaux, et j'insiste bien sur les réseaux sociaux, n'ont pas la manière. Voilà, ils sont juste là à faire du blabla. Et j'affirme ce que je dis. Bon, ça, c'est mon côté un peu, comment dirais-je, un peu révolté. Ok. Du coup, moi, tu vois, il y a deux questions qui peuvent venir, tu vois, à la suite de ça. La première, c'est, est-ce que, du coup, quand un boxeur gagne, parce qu'il n'avait jamais été vraiment malmené à ce point-là, en tout cas physiquement, Joe Joyce, est-ce que tu penses que les boxeurs, alors, de facto, ouais, deviennent plus sensibles? Forcément, je pense que maintenant, il va faire attention à choisir un cutman peut-être un peu plus alors, expérimenté, peut-être pas, parce qu'il avait, en l'occurrence, beaucoup d'expérience, mais peut-être plus prévoyant. Est-ce que tu penses qu'il faut que le boxeur soit blessé pour prêter attention un petit peu au cutman qu'il recrute, si je peux employer ce mot-là, ou est-ce que il faut qu'il soit sensibilisé bien plus tôt? Comment ça se fait? Parce que Joe Joyce, il est pas jeune, tu vois, c'est pas un jeune boxeur.
il a quand même beaucoup d'expérience. Comment ça se fait qu'il n'est pas forcément prêté attention ou est-ce que cette blessure-là fait qu'il va un peu plus soigner son coin la prochaine fois? Est-ce qu'il va reprendre peut-être la même personne? Ce qui peut être aussi bien de garder la confiance, parce qu'il y a aussi des fois des relations de confiance qui s'installent avec un travail de plusieurs années entre un boxeur et sa team. Euh, Est-ce que malheureusement, il faut en arriver là, à perdre un combat pour sensibiliser les boxeurs, ou est-ce qu'on peut faire une sensibilisation, une prévention peut-être auprès des boxeurs, faire passer un message peut-être auprès d'eux plus tôt? Et la deuxième question, tu vois, qui me vient à l'esprit, c'est au niveau de la prévention, est-ce qu'il faut attendre que l'œil soit énormément fermé pour commencer à glacer? C'est un peu le problème qu'il y avait dans le MMA, où les cutmen ne rentraient. Alors, cutmen et cutwomen, vous nous excuserez, pendant toutes ces émissions-là, on dira que cutman ou cutmen, on fera jamais le doublon, mais on sait qu'il y a beaucoup de filles et on leur passe un grand big up, un grand salut à elles qui travaillent. Mais est-ce qu'il faut attendre que le boxeur voilà, ait vraiment un hématome apparent pour venir commencer à glacer? Alors qu'on sait très bien que les échanges sont durs, surtout sur les poids lourds. En MMA, c'est pareil. Est-ce qu'il faut attendre que l'hématome soit apparent pour venir glacer, quoi? Ouais, ouais, bah, Franck, de toute manière, après, ça, c'est une question aussi de technique personnelle, de vision personnelle par rapport au froid, par rapport à ça. Alors, il y en a qui vont glacer avant pour faire de la prévention, hein, si on peut dire ça comme ça. C'est de la prévention parce qu'ils pensent qu'en glaçant avant, bah, il y aura peut-être moins de risques qu'il y ait ce genre de soucis. Et puis, il y en a d'autres qui le font pas forcément, mais qui vont être très efficaces au moment opportun, au Mm. moment où l'hématome va apparaître. Donc, après, je pense que oui, je, ça peut préparer en tout cas le visage, comme le cutman qui va mettre la vasine dans les vestiaires 1 heure avant le combat. Ça va permettre de préparer en tout cas la peau, le visage, d'assouplir, etc., etc. Mais pourquoi pas mettre du froid? Je veux dire, après, on a chacun sa façon de faire aussi, finalement. Moi, je sais que c'est pas quelque chose que je fais, par exemple, avant ça. Alors, j'ai pas eu le souvenir d'avoir des hématomes aussi violents que celui que John Joss Joyce. Joyce a eu. Mais en même temps, voilà. Est-ce que s'il avait glacé avant, est-ce que ça aurait été la même ou pas? Ça, mystère et boule de gomme. Après, Mm. ça, c'est ma vision, hein. Tu as vu, Franck, on travaille ensemble. Tu as une façon de faire, même si les bases sont toujours les mêmes. On a une base qui est un peu comme le soubassement d'une maison. Le soubassement reste toujours le soubassement. Ben là, c'est la même chose, hein. Nos bases restent les mêmes. Et puis après, ça diffère avec les techniques qu'on a apprises en dehors ou des techniques qu'on a amenées personnellement, etc., etc. Mais voilà, alors je pense que ouais, moi, je suis pas contre. C'est-à-dire que je ne veux pas être négatif en disant ce que les gens font, c'est pas bon, il faut pas faire parce que moi, je fais pas. Non, s'ils le font, c'est qu'ils ont aussi une raison. Alors, peut-être que ça marche, peut-être que ça marche pas, mais voilà, c'est une façon de voir un peu les choses et d'ouvrir un peu le débat, quoi. Ne pas être fermé, comme beaucoup sont fermés en pensant qu'ils ont la science infuse. C'est clair. Et d'ailleurs, de Ouais. mémoire, parce on parlait tout à l'heure des femmes, je crois que c'était une femme dans le coin de Zeng, hein. Donc, si mes souvenirs sont bons, c'était une Catwoman dans le coin de Zeng, pareil, qui a fait un bon boulot. Et c'est important de le souligner aussi. Bon, on verra ce qui va devenir pour Joyce dans le futur. Est-ce qu'il aura toujours le même staff? Et puis, est-ce que cet œil-là aussi, qui a été fragilisé, va avoir tendance à regonfler ou pas? Est-ce que ça va changer quelque chose pour la suite de sa carrière? En tout cas, Au moins, il avait un voilà. cutman, Franck, hein, lui. Au moins, il avait un cutman. Oui, c'est Voilà. vrai qu'il avait un cutman. C'est malheureusement pas le cas de tous les boxeurs, De de tous les beaucoup de boxeurs. teams, même dans le haut niveau, qui ne prennent même pas de cutman parce que pour eux, c'est peut-être pas important ou parce qu'ils n'ont pas envie de miser financièrement. Hein, je pense que dans nos émissions aussi, à un moment donné, on va pas forcément avoir de langue de bois. On va dire les choses comme elles sont dans leur justesse. Mais voilà, au moins eux, ils en avaient un qui a fait quand même son taf, même si il y a eu des ratés, ça, nie pas, mais au moins il y en avait un. Et c'est déjà énorme. Et puis, est-ce que s'il a un autre cutman, ça sera beaucoup mieux? Parce que tu peux avoir un autre cutman, Franck, hein, qui va être là derrière, mais qui n'aura peut-être pas le travail que l'autre cutman a fait derrière, parce qu'il y aura moins de blessures, parce que voilà, parce que les choses seront différentes. Je sais pas. Eh bien, écoute, tu me fais la transition parfaite, Laurent,
parce que on va pouvoir aborder du coup un peu le deuxième sujet de cette émission. On va parler au cas de Michel Soro. Michel Soro qui combattait il y a une semaine ou deux, je crois, peut-être un peu plus, Ouais, à peu près deux, ouais, un peu contre, plus, ouais. ouais, un peu plus, hein, contre Kurbanov. De mémoire, je crois que c'était en Russie, si mes souvenirs sont bons, ou Ouais, en en Russie, tout ouais. cas, Ouais, ouais, c'était en Russie, c'est hein. ça. Et Mhm. du coup, défaite de Michel Soro au point, avec un adversaire en face. Alors bon, il y a eu le débat hein, sur les réseaux, on va pas se cacher. Voilà, est-ce qu'il perd pas, est-ce que c'est un vol de l'année? Moi, j'ai vu le combat. Effectivement, je pense que Michel je pense qu'il le prend quand même au point de peu, mais je pense qu'il le prend. Bon, certains le voient gagner avec une longueur d'avance, etc. Nous, on va plutôt s'attarder sur deux choses, sur son adversaire, parce qu'il a été blessé très tôt dans le combat. D'abord au niveau de l'arcade, puis alors non, c'est au niveau du front. Et ensuite, il termine aussi avec une blessure au niveau de la pommette ou de l'arcade. On va regarder ça. Le Cutman s'est battu. Alors, toi, je sais que tu as vu tout le combat en direct, hein. Moi, je ne pouvais pas le regarder en direct. Tu m'as dit que le Cutman avait fait un super travail sur la blessure au niveau du front. On sait que c'est très compliqué, hein, ces blessures ici, où le sang vient directement couler dans le visage du boxeur. Donc, effectivement, ça ne l'a pas aidé non plus à essayer de battre Michel. Mais, force est de constater qu'il ne s'est pas fait arrêter pour blessure. Je ne crois même pas qu'il a été envoyé une seule fois au médecin pour constater la blessure. Donc certes, voilà, il a sûrement perdu au point. Nous, on ne va pas s'étendre trop sur l'aspect sportif. Mais en tout cas, il avait un cutman dans le coin qui a fait le boulot et qui lui a permis d'aller au bout. Après, voilà, au bout, effectivement, il y a une carotte, hein, comme certains l'ont pu le dire. Voilà, il se fait carotte, on le sait. Franchement, aujourd'hui, s'étonner de prendre une carotte à l'extérieur, bah, c'est presque pas connaître la boxe en fait. On le sait tous que tu vas prendre une carotte à l'extérieur si tu fais pas le combat qu'il faut. Oui, c'est sûr que c'est pas intègre, c'est pas comme ça que ça devrait se passer. On devrait juger que le sportif dans un monde super bisounours utopique, mais on sait très bien que tu vas à l'étranger où le mec il boxe chez lui. Si t'en fais pas 15 fois plus ou que tu le mets vraiment KO, tu vas prendre la carotte. Le seul moyen, éventuellement, tu vois, la petite porte de sortie, ça aurait été l'arrêt sur blessure. Mais ça n'a pas été le cas parce que l'adversaire de Soro avait un super cutman, en tout cas qui a bien fait son taf. Qu'est-ce que toi, t'en as pensé du combat, puisque tu l'as vu vraiment en direct? Ouais, je l'ai vu. Ben, écoute, moi, Franck, déjà, pour revenir à ce que tu disais, et c'est bien que tu le dises, parce que on a un problème en France. Le problème, c'est quoi? C'est que on ressort toujours les mêmes choses. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans le côté positif, on va toujours être dans le côté négatif. Et des fois, dans le côté négatif, il y a aussi du positif. Et ça, on l'oublie trop souvent. C'est-à-dire qu'on a des phrases qui sont toutes faites. Un peu comme dans le coin où, alors ça, ce ne sont pas des phrases, c'est des gestes où on va mettre de la glace derrière le cou du boxeur sans savoir pourquoi finalement. On le fait dès le début d'un combat parce qu'on l'a vu faire ou parce que les entraîneurs le faisaient ou parce que finalement on ne sait pas. On met juste de la glace derrière la nuque comme ça par hasard et d'ailleurs on le dit souvent en formation. Et là c'est la même chose. Ça veut dire que, sauf que là c'est des mots, c'est-à-dire qu'on est toujours dans le truc. Quand tu dis ouais j'ai mon gars qui va boxer à l'étranger, ah ouais mais tu gagneras jamais en Italie. Ouais mais j'ai mon gars qui va boxer, bah tu gagneras jamais en Angleterre. Mais ça on le sait et tu as bien fait de le dire. Mais au-delà de ça, est-ce qu'on doit rester dans ce système-là? Parce que on a déjà perdu d'avance à force de dire ça. Et ça, c'est une réalité. C'est-à-dire que même tes hommes de coin, même tes entraîneurs vont te dire, alors moi-même qui suis entraîneur, qui ai été entraîneur, je faisais cette erreur-là, qui vont dire, ouais, putain, on va en Italie, mais ça, c'est sûr qu'on va perdre. Ou c'est sûr que pour gagner, ça va être compliqué. Tu amènes déjà ce côté négatif à ton boxeur. Et après, c'est les autres, les gens là, des réseaux sociaux et d'ailleurs, qui disent toujours la même chose. Et les boxeurs, on sait qu'à un moment donné, ils doivent s'écarter des réseaux sociaux parce qu'on leur met des choses très négatives dans la boxe. Donc, ils ne doivent plus être là-dedans. Ils doivent se concentrer sur ce qu'ils ont à faire. Mais comme ils sont aussi là-dedans, à force de lire ce que les autres disent, ouais, mais en Russie, il va perdre. Ah bah ouais, mais pour gagner, il faut un chaos. Enfin, c'est toujours la même chose, comme si on ne savait pas quoi dire, comme si on n'avait pas la possibilité, comment dirais-je, de pouvoir débattre autrement. Et puis de parler de choses différentes. Parlons de la technique qu'il devrait mettre, la tactique et pourquoi et machin. Rentrons vraiment dans le vrai système, dans la vraie boxe.
Mais tout le monde n'est pas dans la vraie boxe. Ça, c'est comme tu disais, tu parlais d'utopie, c'est un peu ça. Mais pourquoi pas? Tout le monde a le droit de débattre, hein, de toute manière, hein. Tu peux être un fan et débattre de boxe, et ils ont raison. Et c'est bien, c'est ce qui fait avancer les choses. Mais en restant à sa place. Maintenant, oui, Michel, pour revenir comme ça derrière, devait en faire, avait gagné. Oui, il n'y a pas de souci. Mais je pense que l'erreur de Michel, et moi là, je me mets dans ma position d'entraîneur, je pense que Michel est un boxeur que je connais très très bien et que j'apprécie énormément, hein, et qui a fait ces petites erreurs de début de combat, c'est-à-dire que, alors c'est pas une erreur, c'est comme ça qu'il est, c'est sa boxe. C'est un boxeur qui met du temps à démarrer. C'est-à-dire qu'il a un peu, comme on dit souvent, il y a des boxeurs qui sont des diesels. C'est-à-dire que pour entrer dans le combat, il leur faut 4, 5 rounds. Et c'est là où après, derrière ça, ils deviennent très, très bons. Et c'est le cas de Michel Soro. Il est très bon après la quatrième, cinquième, sixième. C'est là où il monte en rythme. Et là, il te lâche. Et là, c'est un rouleau compresseur. Et là, il est très fort et très bon et il fait mal. Là, Michel a perdu du temps. Michel, encore une fois, il a attendu 5 rounds pour faire la différence. Mais 5 rounds à l'extérieur, faire la différence, c'est déjà des fois trop tard. Alors, tu as tous ces gens-là là, qui disent ouais, mais si tu n'as pas gagné le premier round, c'est-à-dire que tu ne gagneras pas le reste. Ah oui, mais dans ces cas-là, pourquoi vous ne dites pas au niveau de ce combat-là? Oui, Michel a démarré trop tard. Je ne dis pas qu'il a perdu, je ne dis pas ça. Je dis qu'il boxe à l'extérieur et que tactiquement, peut-être que ça aurait dû être fait différemment. C'est pas parce que tu as un boxeur qui est comme un diesel qu'il faut que tu sois toujours comme ça avec tous les adversaires. Il y a des adversaires où il faut leur entrer dans l'art tout de suite, où il faut leur faire mal tout de suite, et tu n'as pas le temps de te poser forcément. Et puis il y a d'autres boxeurs où, comme les punchers, plus tu rentres dans le combat très loin, c'est vrai, Franck, hein, on le sait, ça, on l'a déjà vu plein de fois, et plus le puncher va avoir des difficultés à gagner. Parce que après, ça devient psychologique. Ça veut dire qu'au bout du cinquième, sixième, s'il n'a pas réussi à allonger, et ben, je peux dire que psychologiquement, que ça va être compliqué pour lui. Donc, c'est un peu tout ça, hein, un peu toutes ces choses-là qu'il faut voir, mais pour ça, il faut connaître le haut niveau, et pour ça, il faut y avoir été dans le haut niveau, pour comprendre réellement. Je ne dis pas que les gens ne peuvent pas parler de ça, ils peuvent en parler. Non, je sais que de toute manière, Franck, c'est la question aussi que je veux te poser. Euh, Toi, qu'est-ce que tu as par rapport au travail? Alors, c'est vrai que tu n'as pas vu, tu as vu quelques bornes hein, du combat, hein, je crois, hein. C'est Hmm. vrai que tu ne pourrais pas. D'ailleurs, on J'ai était en résumé. contact ensemble et on en parlait ensemble d'ailleurs. Alors, Bon, je l'ai souviens-toi de ça. regardé hein, le combat, mais Ouais, ils ont cuté tous les coins en fait. Ils ont cuté toutes les minutes ouais, de ouais, c'est l'info, donc clair. j'ai pas Moi, pu je l'ai voir le trouvé premier. très bon, mais toi, qu'est-ce que enfin, on en a parlé, je sais que tu l'as trouvé bon aussi. Et qu'est-ce que tu penses de la technicité, en tout cas, du Cutman à ce moment-là et de la façon dont il a mis en place son travail? Bah, moi, effectivement, sur son intervention, déjà, il a rempli la mission. Puisque la mission, on le sait, c'est d'amener le boxeur au bout du combat. Donc, il a rempli la mission. Après, on sait que cette blessure ici, elle est vraiment piégeuse, hein. Voilà, je l'affiche à l'écran, elle est quand même très piégeuse au niveau du front. Et puis, ça coulait vraiment au niveau de son visage. Donc, ça l'a pas forcément mis dans de bonnes dispositions. Mais en tout cas, à chaque fois qu'il repartait, il était propre. Le soin a été fait, donc la mission, elle a été accomplie. Après, on le voit, il a été aussi blessé au niveau de l'arcade inférieure. Alors, c'était un peu plus en fin de combat, ça. Mais du coup, il a quand même réussi à l'amener au bout du combat. Après, il y a eu l'issue, voilà, on connaît l'issue du combat. Mais sa mission, en tout cas, à lui, elle a été de l'amener au bout. Et il l'a superbement bien fait. Euh, donc, lors de ce combat-là, Michel n'était pas blessé. C'est vrai qu'à côté, à l'écran, on a mis une autre image donc, de Michel avec cette blessure hein, qu'on voit au niveau de son arcade, juste au-dessus de l'arcade. Euh, Cette blessure-là, elle a été prise sur l'avant, avant ce combat-là. Contre Kurbanov, c'était contre Madrimov, quand Michel a boxé en Angleterre, contre Madrimov. Donc là, cette fois-ci, Michel était blessé au troisième round. Et, euh, et malheureusement, à ce moment-là, tout de suite, d'ailleurs, ça c'est pareil, on n'en a pas trop débattu, mais moi, il y a quelque chose qui m'a choqué sur ce combat-là de Michel, donc l'avant-dernier combat, c'est que le médecin, en l'occurrence c'était une femme, elle monte directement. Tu vois, elle monte directement dans le ring. Et elle commence à essuyer Michel et elle commence à tamponner. Mais à ce moment-là, le médecin ne doit pas monter sur le ring. Enfin, c'est synonyme d'abandon, tu vois.
Et il n'y a même pas eu cette tentative de soigner en fait Michel à ce moment-là, sur le combat en Angleterre. Et c'est vrai qu'on en avait parlé hein, à ce moment-là, tous les deux, Laurent. On s'était dit que c'était quand même dommage de ne pas avoir tenté d'essayer de soigner cette blessure et d'essayer d'emmener Michel plus loin dans le combat, en fait. Et c'est pour ça on a comparé, on est amené à comparer ces deux combats. Parce qu'il y a un combat où au troisième, Michel prend un coup de tête, ça saigne, mais il y a peut-être un boulot à faire. Compliqué, parce que ça saignait bien quand même, mais en tout cas un boulot quasiment aussi compliqué que le boulot qu'a fait le cutman russe sur Kurbanov. Et malheureusement, bah, il s'est retrouvé dans le no contest avec abandon, tout de suite, avec le médecin qui rentre, et voilà, la team qui rentre, et tout de suite. D'ailleurs, ça n'a pas été clair, hein, tu vois, on l'a pas vu revenir dans le coin, essayer de soigner, puis finalement arrêt de l'arbitre, et puis le médecin rentre après. Non, tout de suite, il y a eu ce médecin qui est rentré. Ça a été un peu confus en fait. Même c'était John Dovey qui commentait, qui dit ah le Cutman va avoir du boulot. Mais il n'y a même pas eu l'occasion en fait de lui donner la chance d'aller au bout du combat. Ce qui n'a pas été le cas de son adversaire lors du dernier combat en Russie. Et c'est ça qui m'a interpellé. Tu vois, c'est de voir le combat arrêté de cette manière-là. Et même l'arbitre, finalement. Tu vois, l'arbitre, normalement, il dit stop, boxeur coin neutre, et il aurait dû emmener Michel voir le médecin, analyser la blessure et voir si c'était soignable. Alors c'est sûr qu'il restait encore 2 minutes 50 dans le round. Donc ça aurait été compliqué, il aurait fallu qu'il aille au moins jusqu'au bout du round. Et ensuite, le Catman aurait pu faire son boulot. Mais là, il y a eu cette espèce d'arrêt prématuré, un peu autodécidé par le Michel qui s'arrête de boxer, donc c'est sûr que ça donne déjà le mauvais signe. Ensuite, le médecin qui monte, le team qui monte aussi sur le... Bon, voilà, il y a eu cet arrêt un peu autodécidé. Et c'est dommage, parce que quand tu vois son dernier adversaire et les blessures qu'il a, ne pas se faire arrêter parce que le Catman fait un boulot, et là, Michel, en gros, il n'y a pas eu la possibilité d'aller au bout. Et tu te retrouves à aller boxer après en Russie parce qu'on sait que voilà, pour Michel, c'est compliqué, les promotions, enfin le promoteur, etc. Enfin, et du coup, tu boxes pas à domicile, tu te retrouves en Russie et puis après, tu prends une carotte. Alors après, avec le débat qu'il y a sur l'aspect sportif, mais c'est vraiment dommage. Surtout que, bon, quand on voit la blessure, même si attention, hein, comme on le dit, il faut jamais se fier à la taille et visuellement, ni aux photos, etc. Hein, c'est toujours bien, bien différent de la réalité. Mais, euh, mais au moins tenter quoi. Au moins tenter, parce que je pense il y avait vraiment quelque chose à faire, surtout quand on voit la taille des blessures de son adversaire, et qui pourtant a été jusqu'au bout du combat, quoi. Tu voulais rajouter quelque chose Euh, sur Soro, ouais, Laurent? ouais, tout à fait, Franck. Il y a tellement de choses à dire hein, sur les blessures. De toute manière, c'est pas juste une blessure, comme tu dis, que l'on voit visuellement. Hmm. Après, il y a le travail du cutman derrière, il y a ce qui est possible de faire ou ce qui est impossible de faire. Si ça touche réellement à l'intégrité du boxeur, et là, dans ces cas-là, il y a plus de sujet, on arrête tout. Mais la blessure de Michel à ce moment-là, euh, oui, elle est. Alors, nous, on a un visuel différent parce que c'est notre métier et on peut comprendre ou savoir si c'est quelque chose de très grave, si c'est quelque chose qui va être très difficile à réparer. Mais je pense que là, il y a, comme tu le dis, hein, il y a un travail à faire de Ketman. Et il peut même réussir complètement son travail sur ce genre de blessure-là. En plus, là, ça ne touche pas l'intégrité du boxeur. C'est pas comme si c'était la paupière, où c'est Hmm. très ouvert. Quand ça touche ce genre de zone-là, c'est compliqué. Euh, ou un passage artériel ou autre. Mais là c'est quand même gérable. C'est quelque chose sur laquelle le cutman peut complètement s'éclater, en tout cas pendant la minute de repos, et faire en sorte d'aller au bout de son travail et de le réussir. Surtout que dans ce coin, j'imagine que c'était un cutman avec de l'expérience. Hmm. Et voilà, on lui enlève en tout cas son boulot. Mais bon, après, il ne faut pas s'étonner. Hein. Je veux dire, au-delà de tout ce que tu dis, que c'est vraiment bizarre que le médecin intervienne de cette façon-là, alors qu'il n'y a pas eu d'arrêt de l'arbitre qui amène au coin neutre pour que le médecin puisse juste, comme tu dis, tamponner, vérifier s'il y Hmm. a un danger ou pas. Le protocole n'a pas été forcément suivi C'est ça, avec les bonnes règles. C'est ça qui exactement. est quand même. Voilà. Donc, moi, pour moi, cette blessure-là, elle est vraiment, on va dire, réparable, j'en sais rien, mais en tout cas, le Catman peut avoir son boulot
son mot à dire, si on peut dire ça Et comme ouais, ça. ah, c'est sur Il ce a du cas de boulot à faire, figure-là. C'est sur ce cas de c'est figure-là sûr. que le cutman intervient. Si, quand tu as ce Ah genre de oui, blessure, tu arrêtes le combat, bah, en fait, ça sert à rien. En fait, il n'y a pas besoin d'avoir de cutman. C'est à ce moment-là où le cutman il doit faire son boulot. Il n'a pas eu ah ouais, l'occasion. Il n'a vraiment pas eu l'occasion. Et c'est fort dommage parce que tu boxais en Angleterre, il y avait peut-être quelque chose à faire ou pas après. Mais au moins, c'est l'aspect sportif qui en aurait décidé. Là, comme tu l'as dit, le protocole, il n'est pas respecté. Le médecin fait pas son stop, Soro rentre dans le coin, le médecin rentre dans le ring. Ça va pas en fait, ça va pas. Bon, écoute, c'est bien dommage en tout cas pour Michel. On lui souhaite de rebondir, hein. On lui souhaite de rebondir de toute façon, malgré cette défaite, ah, malgré cette. d'accord, ouais. De toute manière, Michel, c'est un garçon, au-delà de l'athlète, c'est quelqu'un d'assez. Alors après, moi, je le vois comme ça parce que c'est quelqu'un que je connais bien quand même depuis très longtemps. J'ai eu, comment je connais Michel, hein, c'est ce que je dis souvent, c'est j'ai un boxeur à l'époque qui est pro et qui rencontre Michel à son cinquième combat pro. D'ailleurs, Michel avait même 5 combats pro à ce moment-là, à Lyon, chez lui. Bon, on perd au point, il n'y a rien à dire. Et c'est là où j'ai découvert ce boxeur-là, qui était un boxeur exceptionnel. Et puis s'il en est arrivé là, c'est pas par hasard. C'est sûr. Voilà. Et puis bon, bah après. Voilà, je m'arrêterai là, mais en tout cas, c'est vraiment, et même humainement, en France, c'est un garçon qui est très sympa, Michel. Humainement, c'est un super mec. Et ça, c'est déjà le plus important, finalement. Eh bien, écoute, on le salue et on lui souhaite de rebondir rapidement et une très bonne suite de carrière. On enchaîne avec un petit bilan de l'AFCN, du coup, puisqu'on arrive à la fin de cette année sportive, 2022-2023, avec la prochaine formation qui aura lieu le week-end prochain, les 10 et 11 juin sur Rueil-Malmaison. Petit bilan, du coup, de cette nouvelle année, où il y a eu, quoi qu'on en dise, pas mal de modifications, pas mal de nouveautés aussi, pas mal d'avancées. On peut parler quand même d'avancées sur le métier de cutman. On entend un peu tout et n'importe quoi, et surtout n'importe quoi sur le métier, sur l'avancée du métier. L'avancée majeure, ça a été la mise en place d'une licence de cutman au sein de la FMMAF, d'accord, la fédération de MMA française. Euh, cette licence, elle apporte énormément de choses. Déjà, c'est un premier pas dans la reconnaissance du métier de cutman, qui est, alors on sait que c'est toujours différent en MMA et en boxe anglaise, mais en tout cas, au sein de la MMA, ça lui apporte le vrai rôle d'officiel. D'accord, le cutman est affairé, apparenté comme un officiel à part entière. Et cette licence-là permet de réguler les personnes qui pourront intervenir en tant que cutman dans les organisations. C'est quelque chose que nous, on appelle à mettre en place depuis déjà de nombreuses années. C'est le combat qu'on mène. Aujourd'hui, c'est au moins une avancée au sein de la FMMAF. Euh, Comment toi tu vois l'arrivée un petit peu de cette licence et qu'est-ce que tu voudrais rajouter sur justement sur cette reconnaissance du métier pour laquelle tu te bats encore depuis bien plus longtemps que moi, on le sait. C'est quand même une belle avancée pour le métier, hein. Ah ouais, Franck, ben, carrément. De toute manière, la bataille qu'on a menée tous les deux et qu'on mène encore aujourd'hui, elle est surtout pas encore finie. Il y a encore tellement de choses à voir, tellement de choses à faire. Alors déjà, pour notre entreprise, hein, l'entreprise qu'on a montée ensemble, qui est la formation Cutman Nationaux, et aussi pour les autres, parce que, OK, au-delà de cette formation que l'on a mis en place depuis maintenant presque 4 ans, je veux dire, c'est pas que pour nous, parce que si c'est que pour nous, bon, bah, vraiment, on n'avance pas, mais c'est surtout aussi pour que ce métier soit reconnu et pour que les gens puissent profiter de la reconnaissance de ce métier-là. C'est-à-dire que les gens qui veulent en faire soit leur métier ou qui veulent avoir comment je pourrais dire ça, les maniements en tout cas de ce métier de cutman. Donc, il est clair qu'il y a encore du taf. Cette licence, comme tu le disais, qui a été mise en place par la FMAF, bah, c'est déjà un bon début, hein. C'est parce que c'était déjà un bon Ah début oui. et c'est déjà une première en France, il faut le savoir, dans tous les sports de combat confondus. C'est une première. Donc, Mm. alors que dans d'autres pays, même s'il n'y a rien d'extraordinaire non plus, mais en tout cas, on sait que dans les pays anglo-saxons, ils ont quand même ce petit bout de licence qui leur permet d'être reconnus en tant que cutman, de pouvoir officier en étant assuré, etc., etc. Donc là, déjà, c'est superbe. Et c'est vrai que
par rapport à ça, ça nous permet, nous aussi, derrière, d'expliquer aux gens qu'aujourd'hui, ils ont entre les mains une profession. Alors, quand je dis une profession, c'est pas forcément une profession, parce que tout le monde ne deviendra pas cutman et en vivra, mais en tout cas, deviennent incontournables et puis avec un statut, finalement, parce que c'est le début d'une reconnaissance d'un statut, finalement, quand tu regardes bien. Mais moi, voilà ce que je vois. Nous, on va continuer à se battre là-dessus. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette formation, elle est quand même reconnue, hein, il faut le savoir, on n'arrête pas de le dire, parce qu'à un moment donné, les gens, ils ont quelques bouchons. Hein, je vais rentrer un petit peu plus dans la guéguerre, des bouchons un peu dans les oreilles. Ils veulent peut-être pas le savoir, ils veulent peut-être pas le comprendre, mais à un moment donné, il faut comprendre que c'est un métier qui aujourd'hui n'est pas insensible, en tout cas aux fédérations dans les sports de combat, et puis et qui permettra en tout cas d'avoir le petit plus pour que les combattants soient reconnus comme des vrais professionnels. Parce que c'est ça, c'est pas que le statut du boxeur, c'est aussi tout ce qui entoure le boxeur qui fait qu'il est professionnel ou pas. Voilà, si on n'a que des branquignoles ou des bras cassés ou des gens qui ne font pas l'effort, en tout cas, d'apprendre officier, en tout cas, et être opérationnel dans un coin, ben, on ne pourra jamais s'en sortir. Donc déjà, c'est un bon début. C'est une formation, Franck, quand même, qui est reconnue de par un diplôme fédéral, Et ce qui oui. n'est pas rien. Diplôme fédéral, c'est pas un bout de papier que certaines personnes déjà se disent formateurs Cutman. On en connaît, hein, on n'est pas là pour truquer parce que j'ai autre chose à foutre, mais fournissent un bout de papier ridicule que la personne va plier en quatre, va foutre dans sa poche et peut-être l'oublier dedans quand il mettra son pantalon à la machine à laver. Enfin, voilà, là, c'est quelque chose d'assez reconnu. Alors, bien sûr, et ça, je te laisserai après la suite, mais bien sûr que c'est pas en 2 jours qu'on devient un cutman professionnel. Bien sûr que c'est pas en 2 jours qu'on connaît tous les rouages de ce métier-là, mais en tout cas, c'est une base. C'est une bonne base avec quelque chose d'officiel. Et c'est ça qui est important. Le truc qui est officiel. Maintenant, pour être un vrai cutman reconnu, professionnel, bah, il y a du taf à faire. Hein. Il y a de l'expérience à prendre sur le terrain hein, et à la salle de boxe ou de MMA ou de boxe taille ou de kickboxing. Il y a un vrai travail à faire pour être un vrai cutman. Mais en même temps, le cutman, c'est un métier de terrain, Franck. Hein, on le sait, hein, toi et moi, on est des mecs de terrain à la base, donc on sait ce que c'est. Et il faut aussi en parallèle du diplôme, en parallèle de cette reconnaissance, tu as fait, d'ailleurs tu expliqueras, je pense tout à l'heure, par rapport au livret déjà, de suivi, etc., qui va avec, mais faire du terrain pour devenir un coachman. Ces gens qui sortent de notre formation resteront pendant un certain temps stagiaires, de toute manière. Et nous, on est là pour eux d'ailleurs, hein, Franck, on est ouvert à eux. Les gens Mm. nous appellent, nous envoient des messages pour avoir des renseignements complémentaires, supplémentaires pour, pour nous montrer le travail qu'ils font, pour qu'on puisse les aider encore à aller plus loin. Il y a vraiment un vrai suivi derrière, hein, c'est pas n'importe quoi. Donc voilà. Et il y a une chose qu'il faut retenir, Franck, et je m'arrêterai là, c'est que aujourd'hui avec le MMA, 90%, si ce n'est pas 95%, de tous les cutman qui sont dans les organisations des MMA viennent de la formation cutman nationaux, de la FCN. Ils ne viennent pas d'ailleurs, hein, ils viennent de là. Ils ont été formés, ils ont été formés et sont aujourd'hui diplômés de la FCN. Donc 95%, c'est pas rien. Donc à un moment donné, on continue d'avancer et on la va. Il y a plein de choses encore qu'on pourrait expliquer, je pense, sur les autres démarches qu'on est en train de faire, comme l'APE et j'en passe. Mm. Non, mais je te rejoins complètement. Il y a certaines choses qu'il faut repréciser et qu'il est important de repréciser. La mise en place de la licence, c'est une avancée, qu'on le veuille ou non. Aujourd'hui, on ne peut pas laisser dire qu'il n'y a pas de licence en France pour les cutman, que tout est n'importe quoi, que c'est encore du n'importe quoi. Non, c'est plus le cas. C'est plus vrai. Ça l'a été. Et c'est aussi pour ça qu'on a monté cette formation. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, il y a une formation, comme tu l'as dit, fédérale, reconnue par la FF Box et la FMMAF, d'accord? Il y a ce diplôme qui est délivré. Ensuite, effectivement, comme tu l'as très bien dit, et on est le premier à le dire lors des formations, vous n'êtes pas cutman au bout de 2 jours de formation. Qui plus est pour ceux qui viennent avec vraiment zéro expérience, qui ne sont même pas coach, parce que
on en a aussi qui veulent être exclusivement Cutman. Et c'est bien, tant mieux si ça crée des vocations. On en est qu'encore plus ravis. Mais derrière, il y a un long travail d'expérience qu'il faut faire. Mais si tu commences pas par déjà 2 jours de formation en apprenant les bonnes pratiques et surtout les règlements, parce qu'on voit beaucoup de gens aujourd'hui qui parlent sans ne serait-ce que connaître les règlements. Et ça se prouve d'ailleurs lors de certaines interventions. On les voit faire des erreurs qui peuvent être disqualificatives pour les boxeurs, hein. Ça, faut aussi que les gens l'aient bien en tête. Il y a certaines erreurs, certaines interventions. Si le cutman n'intervient pas au bon moment, c'est disqualificatif. Et malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui parlent et qui commettent ces erreurs-là. C'est ça qui est dramatique. Ils commettent encore ces erreurs-là. Ils se permettent de parler et d'être médisants. Et ça, c'est pas bon. Donc aujourd'hui, il y a une avancée avec la mise en place de cette licence. Et il faut le dire parce que moi, clairement, Laurent, j'en ai marre. Aujourd'hui, on est tous là à bailler aux corneilles face aux Anglais. C'est mieux en Angleterre, c'est mieux aux États-Unis, c'est mieux partout, sauf en France. Ok, sauf qu'il faut rentrer dans le détail. Et notre formation, elle a toujours été comme ça. On va dans le cœur du métier, dans les moindres détails du métier. Aujourd'hui, pour prendre une licence aux États-Unis, d'accord, il y a parce que ça a été souvent comparé. En France, il n'y a pas de licence. Aux États-Unis, c'est merveilleux, il y a une licence. D'accord. On vous a mis le formulaire. C'est le formulaire de l'État de Virginie qui permet de prendre une licence aux États-Unis. À la toute fin de ce formulaire, il y a 3 critères pour justifier de votre expérience. Soit d'envoyer un diplôme, d'accord, reconnu par l'État de Virginie, soit un tout autre diplôme qui pourrait être reconnu, soit justement l'option B, cette petite attestation, entre guillemets, cette petite reconnaissance qui dit je sous-signé un tel boxeur reconnaît que cette personne a une expérience dans le domaine du soin, de la nutrition, de l'entraînement, etc., etc., et tamponné du boxeur. Ça veut dire quoi dans les textes? Ça veut dire qu'aujourd'hui, n'importe quel boxeur peut dire je reconnais, je sous-signais que cette personne-là, finalement, est apte à prendre une licence de Catman. Elle engage sa signature, tu envoies ce formulaire-là, la personne reçoit la licence de Catman. Il n'y a pas d'autre vérification. Aujourd'hui, en France, ce qu'on a mis en place avec la FCN, c'est que tu as une vraie formation, d'accord, avec des critères d'évaluation bien déterminés que les stagiaires passent. Et à l'obtention de ce diplôme-là, seulement à l'obtention de ce diplôme-là, tu peux faire cette demande de licence. Donc finalement, aujourd'hui, ce qu'on est en train de mettre en place, c'est presque beaucoup plus cadré que ce qui peut être fait aux États-Unis, ou si ce n'est tout au moins aussi cadré. D'accord? Mais il n'y a pas cette dérogation d'attestation où n'importe quel boxeur peut dire bah, monsieur un tel, je reconnais qu'il a cette expérience-là et qu'il est cutman et terminé, ça se passe comme ça. Non, ça ne peut pas se passer comme ça. Aujourd'hui, je ne suis pas certain que toutes les personnes qui remplissent ces attestations-là aux États-Unis aient réellement la même expérience, ne serait-ce que des personnes qui sortent de notre formation. Tu vois? Donc, aujourd'hui, il n'y a rien à envier. Attention, je reste bien dans le contexte des cutman, d'accord? Et sur la mise en place des licences et la mise en avant des cutman. Il n'y a rien à envier à ce qui peut se faire ailleurs. Il faut arrêter. Et ça, c'est un vrai problème. On a un gros complexe en France. On complexe sur tout ce qui se fait ailleurs. C'est mieux ailleurs, c'est mieux ailleurs. Ça veut dire quoi? Qu'on est des merdes, non? Qu'on ne sait pas faire les choses. C'est faux. À un moment, il faut qu'on prenne conscience. Alors, oui, c'est sûr qu'il y a plus d'argent aux États-Unis. On n'est pas, d'accord, on n'est pas bête. On va pas nous faire dire ce qu'on ne dit pas, d'accord? Il y a plus d'argent, les combats, c'est pas la même chose, etc. Ok sur cette sphère-là. Mais soit on constate et on fait rien, ou soit on se met au travail. Pour se mettre au travail, forcément, il faut aussi travailler avec les institutions. C'est ce qu'on fait avec la FMMAF, c'est ce qu'on fait avec la FFB. D'ailleurs, on passe aussi, et on remercie Lionel Brézéfin, pour la mise en place de cette licence, parce que c'est lui qui est actuellement le référent sur la FMMAF, d'accord? Et c'est lui qui a aussi œuvré avec toute son équipe, hein, toute l'équipe de la FMMAF, pour la mise en place de cette licence. On sait que voilà, on travaille énormément aussi avec la FFB. C'est différent, c'est pas les mêmes sports, c'est pas les mêmes pratiques, c'est pas les mêmes fédérations, hein, parce qu'il y a quand même une vraie séparation entre la FF Box et la FMMAF. Mais aujourd'hui, la FMMAF a à cœur de gérer, de réguler la mise en place des cutman lors des organisations, avec un critère d'expérience aussi. C'est écrit dans le règlement de la FMMAF. Et comment justifier de cette expérience, tu l'as dit tout à l'heure, c'est par la mise en place de notre livret de suivi qui permet aux gens de justifier de leur expérience. Livret de suivi que tu fais tamponner par le délégué ou les officiels. Donc il y a vraiment quelque chose qui est structuré aujourd'hui. On a vraiment créé quelque chose pour structurer l'expérience. Après, il y aura toujours des mauvaises langues. Il y aura toujours des personnes qui voudront dire oui, c'est pas bien. Oui, 2 jours, ça suffit pas de formation.
Et derrière, elles-mêmes, elles font une journée de formation. Tu peux pas être crédible, clairement. Quand tu dis que 2 jours, ça suffit pas et que toi, t'en proposes une, comment tu veux être crédible? Aujourd'hui, faut arrêter. On peut pas jouer avec la santé des athlètes, déjà. Et on peut pas rester on peut pas être un imposteur, d'accord? On peut pas berner les gens, faut arrêter de berner les gens, d'accord? Donc 2 jours, nous on est les premiers à le dire, c'est un bon début, et ensuite c'est l'expérience qui permettra d'être officiellement cutman, être licencié et intervenir. Comme tu l'as dit, hein, 80% des personnes aujourd'hui qui évoluent, 80-90% des personnes qui évoluent sur les galas de MMA, Ah, mais moi, je c'est pense que c'est même 95% quand on fait le calcul, hein, parce que oui, c'est quasiment ça. dans Et toutes les sur organisations, je ne vois pas un cutman, mis à part les cutman étrangers, en tout cas, mais tous les cutman, en tout cas des organisations françaises, en France, en tout cas, majeur, sont des mecs de la FCN, hein. Ça, c'est c'est clair, vérifiable, hein, c'est clair. euh, Et à avant l'heure quoi. d'aujourd'hui, quel problème y a-t-il eu? Parce que, ok, on peut dire, oui, c'est dangereux. Mais aujourd'hui, est-ce qu'il y a eu des problèmes avec les cutman de la FCN? Est-ce qu'il y a une organisation qui s'est plainte de ces cutman-là? Rien, il n'y a Non, rien eu. aucune. D'accord? Et ils ont fait toutes les organisations françaises, que ce soit l'Hexagone, l'ARES, que ce soit le MMAGP, etc. D'accord? Il y a eu zéro souci aujourd'hui. D'accord? Après, c'est Donc, individuel hein, aussi. Hein, voilà. C'est-à-dire que nous, on n'est pas non plus, on est espèce de garantie par rapport à la formation comment dirais-je, de ces gens-là, Franck. Mais en même temps, on n'est pas non plus responsable des erreurs que des personnes bien peuvent sûr, faire au moment de leur intervention. En tout cas, ils ont les bases pour éviter de faire les erreurs. Mais de toute manière, ils en font comme toi et moi, on en fait mais encore tout le monde aujourd'hui. en fait. C'est Nous, on en normal, ça fait, fait partie du job. c'est clair. Mais, Mais mais les gens même en médisants, anglais. tu ne pourras jamais rien faire. Les gens médisants, Franck. Moi, ça fait quand même, j'ai commencé la boxe à l'âge de 12 ans. 12 ans. Donc, ma première licence, je l'ai eue en 83 à peu près. J'ai commencé en 82, mais j'ai eu ma première licence en 83. Ça fait 25 ans au total, dans sa totalité pratiquement en tant que bénévole et en tant qu'entraîneur professionnel, entre guillemets, hein. Mais j'ai pratiquement 25 ans. Donc, ce que je veux dire, c'est que des gens médisants dans les sports de combat, on en a vu plein, il y en a toujours plein. Mais quelqu'un qui est médisant, il ne reste pas. La justice est bien faite, hein. C'est Hmm. la justice de l'homme, la justice des hommes. C'est-à-dire que quand tu es médisant et que tu regardes le cul de ton voisin, tu ne peux pas réussir. Regarde comment dirais-je, ce que toi tu fais, tes objectifs, ce que tu as envie, et donne aux autres. Et c'est ça qui est important. Si tu ne sais pas donner, si tu es aigri, si tu es jaloux, si tu es une personne qui ne supporte pas la réussite des autres, tu n'iras jamais loin. J'ai aujourd'hui, moi, 54 balais, je peux me permettre de dire ça à des gens qui sont sur place et qui peuvent penser que non, à un moment donné, restons corrects, avançons, chacun sa petite pierre à mettre à l'édifice, hein, c'est comme ça qu'on Hmm. dit, pour faire en sorte que le métier évolue et puis arrêter de regarder la paille qu'il y a dans l'œil du voisin. Enfin, finalement, c'est ça. C'est qu'à un moment donné, alors moi, les gens bêtes, je leur réponds rarement parce que quelqu'un de bête, d'aigri, de jaloux et peut-être même des fois d'incompétent qui pense être très bon. Mais bon, bref, peu importe. C'est des gens que je ne capte pas forcément parce que je suis tellement au-delà de ça. J'ai plus rien à prouver de toute manière. Et je pense que toi aussi également, tu n'as plus rien à prouver. On est juste là, Franck, finalement, pour être là pour les autres C'est ça, aussi. complètement. C'est pour vraiment, ça va dans le sens des boxeurs. Ça va. Aujourd'hui, quand tu as un boxeur néo-pro qui fait un 4 rounds et qui a un cutman dans son coin, qui a des bons bandages, parce que on le constate aujourd'hui, il y a des bandages qui sont vraiment de mieux en mieux, quoi. Et les arbitres aussi, tu vois, le constatent. Mais c'est super. Ça veut dire que tu commences ta carrière, tu as déjà un vrai staff autour de toi. C'était pas le cas avant. C'était pas le cas avant. Donc, c'est clair, il faut construire, il faut faire, il faut agir et le faire dans le positif, pas en se mettant des bâtons dans les roues. Et c'est aussi pour ça qu'on en est là aujourd'hui, hein. De toute façon, le dicton, c'est diviser pour mieux régner. Et nous, on s'autodivise déjà. On n'est pas près de régner, hein. Ça c'est clair et net, hein. Donc c'est vrai qu'il faut avancer. Et aujourd'hui, nous, avec tous les retours qu'on a, voilà, on n'est que très contents. Et les boxeurs aussi le sont de voir le boulot des cutman formés et du boulot qu'ils peuvent faire dans les coins et aussi lors des événements de MMA.
me rends compte que Franck, j'avais fait un interview, enfin une espèce de petit reportage il y a déjà quelques années. J'étais encore entraîneur à Levallois à cette époque-là. Et déjà, c'est le constat que je faisais. Et ça remonte, cette vidéo, elle remonte à 15 ans, hein, au moins, facile, hein. Peut-être ouais, peut-être un peu moins de 15 ans quand même. Là, j'exagère un peu. Mais en tout cas, peut-être 12 ans, allez, 12-13 ans. Et déjà, c'est ce que je disais quand on écoute cette vidéo, qui est superbe d'ailleurs. Déjà, je disais ça, les gens, quand tu réussis, quand tu montres que tu fais des choses et que ce que tu fais réussit, c'est insupportable pour les gens. Mais non, il faut être heureux. Moi, je suis heureux parce que en France, parce qu'on est dans le négatif là, mais moi, je vais être aussi dans le positif. On a des entraîneurs merveilleux, on a des formateurs extraordinaires, on a des cutman aujourd'hui qui commencent à être très très bons. On a des boxeurs, pareil, qui ont une espèce de reconnaissance comme ça assez intéressante, même si on en a toujours eu en France au niveau des boxeurs. En tout cas, tout ce qui entoure le boxeur, aujourd'hui, on est quand même vachement plus professionnel parce qu'on a des gens qui sont aussi compétents. Et ça rejoint complètement ce que tu disais, Franck. Tu disais que au lieu de regarder ce qui se passe en Angleterre, aux États-Unis et ailleurs, même si c'est vrai que c'est différent parce que les moyens sont différents, c'est ce que tu Bien disais. sûr. Mais nous, avec les petits moyens, on se démerde quand même et il y a quand même des gens qui sont compétents. Donc quand je vois souvent des gens ou des boxeurs ou des gens qui disent ouais, ailleurs c'est mieux et moi je vais aller m'entraîner ailleurs, donner les moyens en France pour ça. Un entraîneur, le pauvre, c'est déjà même pas sa profession pour la plupart. Ils travaillent à côté, le soir ils sont à la salle, ils essayent de donner ce qu'ils peuvent donner. Alors bien sûr qu'il y a des bons et des mauvais entraîneurs, c'est comme partout, mais en tout cas, il y en a beaucoup qui sont aussi compétents et à qui on doit donner la chance aussi. Un boxeur, si tu lui dis, voilà, moi, tu es payé, il y a des partenaires, des sponsors et ceci et cela, et ben peut-être que l'entraîneur, ça va aussi motiver, il va peut-être faire un travail exemplaire, extraordinaire. Il y a une éducation à refaire et ça va être très long, mais je suis très positif parce que je pense qu'on réussira. Peut-être que la France, demain, ça sera le grand pays de la boxe, vu qu'on est toujours en retard et on a toujours 20 ans comment on appelle ça, de retard par rapport aux autres. Ben, je pense qu'on est la future nation qui va péter des flammes au même titre que l'Angleterre en France. Ça, j'en suis persuadé. C'est cyclique, la boxe. C'est Mm. très cyclique. C'est-à-dire qu'on peut être dans le très haut niveau, comme à l'époque, on avait beaucoup de télé, on Mm. avait Eurosport, Canal+, machin truc, même TF1. Et du jour au lendemain, on n'avait plus rien. Et comme aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, on n'a pratiquement rien en télé, c'est le désert. Mais parce que c'est cyclique, parce qu'on est peut-être un peu au fond du gouffre à ce moment-là. Mais peut-être que dans quelques années, peut-être même dans un an, peut-être, je l'espère, et ben, la boxe va redorer son blason, la boxe française va redorer son blason, et on va redevenir sur le devant de la scène. Donc il faut juste y croire, mais il faut juste que ces gens qui sont là, qui sont des fois des incompétents dans leur façon de faire, des mauvaises, des mauvaises personnes, pardon, des gens aigris. Il faut peut-être qu'à un moment donné, ces gens-là s'écartent pour qu'il y ait des gens positifs qui reprennent la place. Et il n'y a que comme ça. C'est le monde qui fonctionne comme ça. Puis de toute façon, les gens préfèrent le positif. Et comme tu l'as dit, on va rester, nous, sur le positif. C'était d'ailleurs le but de ce podcast, faire des choses positives, parler du positif et des choses qui se passent bien. Et c'est ce qu'on va continuer à faire parce que ce podcast en appelle d'autres, hein. Ça va être un format qu'on va mettre en place assez régulièrement. Et du coup, ben, c'est parfait, ça me fait la belle transition sur cette fin d'émission et le petit coup de projecteur que je voulais mettre sur, alors ça concerne toujours la protection des athlètes, sur l'intervention d'un officiel, d'un arbitre, Ahmed Korchi, qui officiait sur l'ARES 15 et qui fait une superbe intervention. Alors pour ceux qui n'ont pas vu ce combat-là, je vous invite vraiment à aller le regarder sur le combat entre, alors je l'ai noté, un Jordan Zebo et Michael Marie-Sardi. C'est Zebo qui met un superbe high kick à Sardi, pardon, et donc qui tombe sur le coup. Et donc Zebo, bah, voilà, comme on le sait en MMA, hein, tant que l'arbitre n'intervient pas vraiment physiquement, il a le droit de continuer son intervention. Donc il s'apprête à aller terminer son adversaire au sol avec voilà, un coup de coude ou en tout cas à le frapper au sol. Et en fait, Ahmed Korchi, qui est placé assez loin de l'action, intervient en l'espace d'une seconde, 1 ou 2 secondes,
franchement, et il met vraiment tout son corps en opposition, hein. On voit vraiment on parle de protection. Franchement, pour moi, cette action, cette intervention, elle est le symbole de la protection qu'a le rôle d'arbitre sur les combattants, quoi. Et il se met vraiment en totale opposition, il se jette, hein, presque même, de tout son corps pour justement intervenir et éviter le coup de trop. Parce que ça aurait pu être un coup de trop, ça, ce genre de coup. Voilà, le boxeur, il était déjà KO. Et ça, là, l'arbitre, il l'a vu. Ahmed, il a vu le boxeur KO. Et donc, il n'y a pas besoin de rajouter ce coup, même si c'est autorisé en MMA. Mais c'est vrai que parfois, il y a toujours des coups qu'on peut éviter. On le voit aussi en anglaise, hein. Des fois, les mecs sont KO debout et il y a trois quatre coups qui passent, qui rajoutent des dégâts sur les boxeurs. Et c'est des dégâts qui auraient pu être évités si l'arbitre était intervenu en temps et en heure. Et là, franchement, il se jette de tout son corps et il évite ce fameux coup supplémentaire. Et voilà, et donc après ça passe à l'as parce qu'il y a ce super high kick, tout le monde voilà, exalte, le boxeur forcément super KO, voilà, derrière il est content, il est filmé, etc. Il n'y a pas de souci. Mais l'intervention, ce soir-là, d'Ahmed Korchi, franchement, pour moi, elle est un cas d'école, même si je ne suis pas officiel, et on aura à cœur d'ailleurs d'inviter des officiels aussi pour échanger autour des combats de MMA, de leur interaction avec les cutman, etc. Et puis de la protection qu'ils ont aussi, hein, pour le rôle des athlètes, parce qu'on sait que l'arbitre, c'est aussi lui le garant de la santé des combattants. Donc voilà, super intervention, et on avait à cœur de faire ces petits coups de projecteur sur des choses qui parfois passent un peu sous silence et qui pourtant sont décisifs sur la protection des combattants. Donc une grande félicitation à lui, franchement, superbe intervention. En tout cas, moi j'ai pris un gros plaisir à voir cette intervention. Je l'ai trouvé technique et tactique, comme quoi on peut trouver aussi de la tactique, enfin de la technique même chez les officiels, et je suis sûr qu'il y en a plein d'ailleurs. Donc bravo à lui, et voilà, petit coup de projecteur sur ça. D'où l'intérêt, Laurent, Franck, justement, ouais. d'où l'intérêt, justement, je rebondis là-dessus, que nous, notre émission, en fait, on est là justement pour mettre en avant ces, ces actions de tous ces hommes qui entourent les combats, en cage, ou sur un ring, ou tous ces hommes de coin aussi. On est là plus pour mettre en avant tout ça et comme tu le disais, si bien, de faire intervenir aussi toutes ces personnes sur nos prochaines émissions. Il y aura des surprises, il y Mm. aura de grandes surprises. Vous allez avoir plein de gens qu'on va inviter, enfin plein, en tout cas des gens Le plus possible, en qui tout pourront en cas. tout cas, voilà, se joindre à nous pour en tout cas débattre sur le métier de cutman, sur enfin, tous ces métiers-là. Et, euh, et ça, c'est bien, c'est excitant, encore une fois. Bien sûr, il faut les mettre en lumière aussi. Et il y a plein de belles choses qui sont malheureusement trop passées sous silence. Aujourd'hui, on donne trop la parole au négatif, trop la parole au buzz, au truc tout le temps, voilà, ça c'est nul, ça c'est nul, ça c'est nul, ça fait du buzz. Donc les gens réagissent. Et nous, on veut donner vraiment la parole au positif. Et cette action, c'est vraiment, pour moi, enfin, c'était magnifique, quoi. J'ai vraiment kiffé cette action-là, quoi. Comme quoi, on peut kiffer une intervention d'arbitre, tu vois. Bah, bien sûr. Non, mais en même temps, il y a aussi des choses qui vont être négatives. Alors, nous, on veut que du positif et mettre en avant que le positif. Mais après, il y aura une critique. Ça, une critique, des fois, elle n'est pas forcément négative. On peut la prendre comme quelque chose de négatif. Mais des fois, c'est quelque chose qui permet d'avoir une réflexion Constructif. constructive. Voilà, constructif. Donc voilà, il y aura plein de petites choses comme ça. En tout cas, je pense on va passer des bons moments. J'en suis sûr. Super. Bah, écoute, merci Laurent. Et puis, bah, je te dis à Merci, très Franck. bientôt pour une prochaine émission ensemble de Catman Story. Voilà, de toute manière, donc je le rappelle, hein, nous avons bien une formation le 10 et le 11 De juin. juin prochain sur Rueil et Malmaison. La formation est pratiquement complète. Il reste encore une place ou deux, je crois deux places, il me Mm. semble. Mais voilà, hein, n'hésitez pas en tout cas à nous contacter, à nous joindre sur nos pages de nos réseaux sociaux, hein, FCN, qui vous permettront d'avoir tous les éléments, en tout cas, et tous les renseignements nécessaires. Et on sera ravis de vous y retrouver là-bas. Laurent, à très bientôt. À bientôt, Franck. Prends soin de Ciao tout le toi. monde et merci de nous avoir suivis, de nous avoir écoutés. À très bientôt. Allez, ciao, ciao.